Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue pour ce deuxième atelier thématique. Certains d'entre vous étaient présents à nos côtés le 3 décembre pour l'atelier autour de la santé, le deuxième sur l'aménagement et cadre de vie ce soir. Nous aurons peut-être d'autres participants qui nous rejoindront. On leur ouvrira bien sûr la connexion au fur et à mesure. Une réunion qui se tient à nouveau en visioconférence et comme la fois dernière sera disponible pour être visionnée a posteriori par d'autres personnes qui s'associeront à cette concertation. Et nous allons, pour l'ouvrir également comme le dernier atelier, céder la parole à monsieur Alain Lacassagne, qui est adjoint au maire de Bayonne, délégué à l'aménagement, à l'urbanisme et à l'habitat, et également conseiller de la communauté d'agglomération Pays Basque. Monsieur Lacassagne, on vous écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cet atelier. C'est le second atelier qui peut se dérouler et qui est organisé dans le cadre de la concertation préalable au projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Bayonne et qui permettra le déplacement du centre d'oncologie sur l'avenue du 14 avril. Après avoir abordé la question du parcours santé lors du précédent atelier, notamment autour du centre d'oncologie et de radiothérapie du Pays Basque, avec Madame Duruti, ce second atelier vous invite à discuter de la thématique de l'aménagement. En effet, les enjeux d'insertion paysagère et urbaine dans ce projet sont prégnantes sur ce secteur. Il s'agit d'un secteur contrasté, avec un quartier résidentiel bien équipé, à l'identité forte et qui a accueilli des projets d'envergure, et notamment le lycée Etchepare dernièrement, et qui va aussi accueillir de nouveaux pôles, notamment le pôle oncologie et social et solidaire, un peu plus loin, et une ferme urbaine. Mais c'est également un quartier proche d'espaces de nature, de culture et de forêt. Sans plus tarder, la communauté d'agglomération Pays Basque, les représentants du centre d'oncologie et leur maître d'œuvre, la ville de Bayonne, vont vous présenter en quelques diapositives la procédure engagée et les premières esquisses du projet de concertation et de construction. Pardon. On va reprendre le fil après cette introduction pour vous rappeler les objectifs de l'atelier, qui sont, comme pour le précédent, un temps de partage autour du projet, une présentation de ses enjeux, de sa conception, de sa relation avec son environnement et aujourd'hui, on le voit bien plus spécifiquement avec son quartier. Et puis, nous aurons un second temps qui sera tout spécifiquement dédié au projet dans son quartier, à son intégration, aux questions et aux thématiques qu'elles peuvent englober, avec un temps participatif qu'on a appelé Carticipation et qui nous permettra certainement au fil des échanges de positionner un certain nombre d'enjeux sur carte, comme son nom l'indique. Donc, ces objectifs étant dit, vous voyez ici affiché le déroulé, donc avec des temps de présentation et puis ce dernier temps d'inscription dans les orientations, dans le futur quartier, pour aller au-delà du projet, mais plutôt se questionner sur les enjeux en termes de paysage, de cadre de vie, de mobilité, de circulation, d'équipement ou encore de services. Et puis, nous aurons un petit mot de clôture à nouveau. Ce soir, nous sommes entourés de plusieurs intervenants. Alors, pour ce qui nous concerne, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes tous au siège de la CAPB et d'autres nous ont rejoints plutôt à distance, donc avec bien sûr Monsieur Lacassagne, mais aussi Marc Wittenberg, qui est le directeur général des services de la ville de Bayonne. Côté agglomération, nous avons Céline Béra, plutôt pour le volet urbanisme opérationnel, et Marie Antigny-Huleux, côté planification. Et nous aurons également côté projet pour le centre d'oncologie, le docteur Caroline Génébès, oncologue et radiothérapeute, et Olivier Ducasse, l'architecte du projet, qui viendra nous éclairer et puis nous faire une immersion au cœur du projet avec lui. Nous avons aussi à nos côtés la représentante du binôme de garant de la Commission nationale du débat public, Madame Marion Tenay, à qui nous allons céder la parole pour qu'elle puisse nous rappeler le rôle qu'elle joue dans cette concertation et le rôle de la CNDP également. On vous laisse la parole, Madame Tenay. Bonjour à tous. Donc,
Peut-être un problème de son parce qu'on ne l'entend pas. On ne vous entend pas, Madame Tenay. Isabelle non plus, vous n'entendez pas? Non, je ne l'entends pas. Non, on n'entend pas, je crois. Il n'a pas dû se rendre compte qu'on ne l'entendait pas. Diane, on n'entend pas. On n'entend pas. Donc c'est vrai que la communauté d'agglomération a eu vraiment à cœur d'essayer d'élargir au maximum cette concertation avec les contraintes que vous connaissez tous. Donc on vous expliquera les modalités en fin de présentation, mais il y a plusieurs moyens effectivement de participer à cette concertation et c'est notre rôle de veiller à ce qui est cette participation. Nous devons bien entendu respecter une stricte neutralité. Nous, en tant que garants, nous n'avons pas à émettre d'avis sur ce projet et nous sommes bien sûr à l'écoute de chaque participant à tout moment pendant toute cette concertation et vous avez différents moyens de nous solliciter. Donc cette concertation va se réalise en 3 temps, il y a 3 étapes. Donc en amont du lancement, donc avant le 16 novembre, nous avons réalisé avec Walter Ackerley une étude de contexte. Nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs dans différents domaines, hein, que ce soit la santé, que ce soit au niveau de l'environnement. Et nous avons rencontré aussi des acteurs qui étaient proches du site, c'est important. Et avec cette étude de contexte, nous avons pu définir avec eux les modalités de cette concertation et définir un certain nombre de sujets qui font partie de cette concertation. Donc aujourd'hui, nous sommes pendant cette période de concertation donc, qui a débuté le 16 novembre et qui va donc finir le 27 janvier. Donc là, notre rôle, ça sera de veiller avant tout de la qualité et de la sincérité de toutes les informations qui vont être diffusées et de favoriser encore une fois l'expression de chacun des participants, encore une fois, à tout moment. Et la dernière étape de cette concertation, c'est de réaliser le bilan. Donc, ce bilan va être une synthèse des observations et de toutes les propositions qui vont être présentées pendant toute cette concertation. Alors, synthèse qui va émaner de registres dématérialisés, de ces échanges pendant ces ateliers. Donc, et à partir de là, donc, le cas échéant, nous mentionnerons les évolutions du projet qui va résulter donc, de toute cette concertation préalable. Et donc, ce bilan fera partie vraiment intégralement, sera dans le dossier d'enquête publique qui sera remis à la fin, 1 mois après la fin de cette concertation, c'est-à-dire que nous allons remettre notre bilan au plus tard le 27 février. Et encore une fois, ce sera public et visible partout. Merci Madame Tenay. Donc comme convenu, pour rappel pour ceux qui nous ont suivis sur d'autres ateliers, on s'en excuse pour le redit, mais important aussi pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, un rappel des points clés du projet en quelques diapos et puis ensuite, à la différence des autres rencontres, on accentuera davantage la présentation sur la conception même. Donc, on aura de nouveaux éléments qui vous seront proposés, mais tout d'abord, quelques points de rappel sur le projet lui-même. Donc là, on est à plusieurs voix avec à la fois le docteur Génébès et… Pardon, je n'avais pas branché mon micro. Donc, le centre d'oncologie de radiothérapie du Pays Basque est situé actuellement au 14 allées Paul-My, donc au plein cœur de Bayonne. Il permet une prise en charge multidisciplinaire de plus de 1400 patients par an. Il est composé d'une équipe de 48 salariés, comprenant des médecins, des physiciens, des dosimétristes, des manipulateurs radio, des secrétaires, des agents administratifs et d'entretien. Alors, la situation actuelle, en fait, nous a poussé à
à déménager pour plusieurs raisons. La première, c'est une situation sanitaire qui fait que le nombre de patients à traiter est de plus en plus important. On illustre ce graphique avec une augmentation globalement continue du nombre de consultations médicales sur les dernières années, avec un rayonnement assez important, hein, puisqu'on prend des patients, bien sûr, du Pays Basque, mais on prend également des patients situés un petit peu plus à l'est et au niveau du sud des Landes également. La deuxième problématique, c'est la situation géographique du centre qui est complètement enclavé en plein centre-ville, sans aucune possibilité d'extension du fait d'une forte pression immobilière exercée sur le secteur, avec voilà, des constructions récentes sur l'ancien site de la clinique Paul-My, et puis le parking qui était anciennement réservé au personnel, qui doit également faire l'objet dans les mois à venir d'une nouvelle construction immobilière. Et puis au-delà de cet aspect très enclavé du site, l'accessibilité au centre est très compliquée, elle est de plus en plus, avec un stationnement également limité à la fois pour les patients comme pour les véhicules médicalisés de type ambulance. Donc, voilà, la nécessité de trouver un nouvel emplacement répond à un enjeu social, de santé publique surtout, et puis bien sûr le développement du territoire. Et dans le but d'améliorer l'accueil, l'accessibilité et une meilleure prise en charge des patients, du fait d'une augmentation de patients bien sûr à traiter, il est indispensable pour nous d'installer une 4e machine de traitement, ce qui n'est absolument pas possible dans le site actuel, et ce qui nous a donc poussé à vouloir déménager dans le cadre d'un bâtiment beaucoup plus spacieux, avec un nombre de bureaux de consultation plus important, bien sûr des salles de traitement supplémentaires pour pouvoir traiter tous les patients dans les meilleurs délais et sur des plages horaires qui ne sont pas trop étendues, notamment le soir. La volonté également, on en avait parlé lors du dernier atelier, de développer grandement les soins de support. Bien sûr, ce développement soutiendrait l'économie locale et une dynamique dans le cadre du développement de territoire, à la fois grâce à des retombées économiques induites par le chantier à venir, avec une opportunité de création d'emplois, et puis l'accessibilité à un site pivot de l'offre de soins. Au regard de ces besoins qui ont été identifiés par le centre d'oncologie, et de radiothérapie du Pays Basque est venu rencontrer la communauté d'agglomération Pays Basque, et notamment dans un premier temps la direction d'urbanisme opérationnel, avec ma collègue Céline Bérin et moi-même au titre de la planification, à la recherche d'un site qui devait cocher un certain nombre de critères, notamment en termes d'accessibilité, en termes d'espace. Par rapport au projet qui va vous être présenté, il y a une enveloppe de 7 000 à 8 000 mètres carrés en fait aujourd'hui qui sont nécessaires pour maintenir le centre dans sa configuration actuelle, et imaginer à terme aussi des extensions, et avec aussi ce besoin d'accueillir une 4e machine, puis une 5e machine sur le nouveau centre. Un foncier disponible à la vente rapidement, et donc cet appui de l'institution publique pour trouver ce foncier. Un terrain qui doit être plat au regard aujourd'hui aussi de comment sont développées les activités au sein du centre, et par rapport aux machines qui sont implantées, c'est une nécessité. Et vraiment des critères prioritaires d'accessibilité du site par les transports en commun, et notamment par rapport au trambus, qui aujourd'hui est une offre structurante sur le territoire et en développement, avec aussi un besoin d'accessibilité assez directe par rapport aux autres établissements de santé, notamment l'hôpital et la clinique Bellara. Le petit plus recherché, mais qui va être un grand plus, vous allez le voir dans
dans la déclinaison du projet, c'est vraiment aussi la proximité avec des espaces libres attenants, espaces naturels, par rapport à toute une volonté aussi de circulation et de qualité, soit pour le professionnel, soit pour le malade venant sur le site. Donc, on a fait une recherche de sites sur le territoire. À peu près 16 sites ont été identifiés. Et le site Avenue du 14 avril a vraiment rempli tous les critères de topographie, d'accessibilité par une ligne de transport en commun structurante, de topographie sur le site. Également, une desserte par l'ensemble des réseaux d'eau, réseaux d'électricité, qui puissent effectivement être assez vite ouverts à l'urbanisation. Une fois que le site a été retenu, dans le cadre du projet, on a vraiment un préalable à remplir, c'est l'accord de l'ARS par rapport à toutes les conditions aujourd'hui d'accueil qui sont effectuées dans le site existant et qui doivent être absolument maintenues, voire aussi évoluer de manière positive dans le nouveau site. Et cet accord préalable donc, a été obtenu en avril 2020. Et donc, à partir de là, on a pu effectivement lancer vraiment les investigations sur les procédures au niveau de la planification que cela engendrait. Donc, un choix de procédure, aujourd'hui, le transfert du centre d'oncologie, on appelle ça donc un projet d'intérêt général puisqu'on est sur une offre de soins donc apportée à la collectivité. Et le déplacement du centre est pour maintenir, voire augmenter cette offre de soins. À partir du moment où on est sur cette notion de projet d'intérêt général, on a une incidence sur le choix de procédure qui peut être effectué dans le cadre du document de planification. Parce qu'aujourd'hui, le site de l'avenue du 14 avril 1814, en fait, est classé en ce qu'on appelle une zone à urbaniser, qui n'est pas ouvert à l'urbanisation. Et on va pouvoir ouvrir à l'urbanisation cette zone parce que le projet d'intérêt général est démontré. La procédure donc, qui a été retenue, c'est une déclaration de projet par rapport à cette notion d'intérêt général qui emporte mise en compatibilité du document d'urbanisme, à savoir le plan local d'urbanisme de la commune de Bayonne, actuellement donc en vigueur, qui a été approuvé en 2007, qui a eu quelques évolutions depuis, mais on est sur un document aujourd'hui de 2007. Et cette procédure au niveau du document d'urbanisme a une incidence par rapport à d'autres, on va dire, documents qui doivent être compris dans cette évolution du document d'urbanisme, notamment au regard de l'évaluation environnementale, où on est sur la commune de Bayonne, aujourd'hui concernée par plusieurs sites Natura 2000, et au regard des potentielles incidences sur l'environnement, ce dossier est soumis à l'autorité environnementale de l'État. La concertation préalable aujourd'hui dans laquelle on se trouve est aujourd'hui amorce, on va dire, au recueil des contributions qui sont en amont de l'enquête publique qui sera de manière officielle menée à la fin de la procédure à peu près en septembre, entre juin et septembre 2021. Alors, on va pouvoir céder la parole peut-être au docteur Génébès et à Olivier Ducasse, l'architecte du projet, pour approfondir davantage les grands partis pris qui ont fondé la conception de ce projet. Tout à fait. Donc, sur la conception du projet, 3 enjeux essentiels sont poursuivis. D'abord, le bien-être et l'exemplarité de la démarche au travers notamment du développement du label Osmose, dont on parlera un petit peu plus tard. L'intégration paysagère et architecturale également qui nous tenait grandement à cœur. Et puis l'accessibilité et puis le stationnement, bien sûr, avec un bâtiment qui épousera, et on le verra dans les diapositives qui suivent, les caractéristiques topographiques du secteur avec notamment un stationnement semi-enterré. Je vais peut-être prendre le relais. Donc, en fait, comme il a été indiqué, la notion qui a été mise en avant dès le début, c'était la notion d'insertion, qui était pour nous très importante au niveau du
du site, puisque certes, on est adossé sur une avenue importante qui est bordée par un ensemble immobilier qui est très présent et très important, mais nous, la partie du terrain, elle se situe sur la partie boisée, la partie paysagée. Donc l'enjeu pour l'agence est répondre aux attendus du centre d'oncologie dans le cadre de son déménagement, c'était de vraiment d'arriver à s'insérer dans cette zone boisée. Et comment travailler sur ce terrain qui présente une partie plane qui nous arrangeait bien le projet puisqu'elle nous permettait d'inscrire la partie process, et en même temps une partie en déclivité un peu plus importante sur l'ouest de la parcelle, et comment arriver à maintenir cette visibilité sur le bois qui se situe à l'arrière, et comment en même temps, au travers de la traversée du bâtiment, rester en contact avec cette forêt présente à l'arrière. L'idée a été rapidement de travailler sur un bâtiment assez peu présent en volume, puisque on le voit sur le document de droite, on est sur un bâtiment qui s'inscrit depuis l'avenue du 14 avril sur un rez-de-chaussée en premier plan et un R+1 en second plan. L'idée, c'est aussi de mettre en place des traversées visuelles, c'est-à-dire que dès l'entrée, c'est maintenir le contact avec la forêt sur l'arrière et de reproduire d'une certaine façon cette végétation importante et cet environnement arboré au sein même du bâtiment par la mise en place de patios qui seront des patios à la fois d'agrément, mais aussi à la fois de confort visuel pour les patients, et tout ça en créant un cheminement à l'intérieur du bâtiment qui permet, traversant ces patios, d'aller jusqu'à la vue arrière sur le bois. Pour nous, c'était vraiment la clé de cet élément de projet, c'était vraiment de préserver au maximum, de limiter au maximum l'empreinte du bâtiment et de préserver au maximum cet espace vert que nous retrouvons sur l'arrière qui est très important. Ensuite, travailler sur la déclivité aussi, c'était important. On le verra, je pense, sur une diapo suivante. Mais travailler sur la déclivité, c'était permettre d'étager le projet, puisque depuis l'avenue du 14 avril, nous allons retrouver sur le dessin du haut une continuité pour les patients. C'est-à-dire qu'ils arriveront depuis l'avenue, ils auront un premier parking, dit de parking de proximité, qui permettra notamment au VSL, aux véhicules sanitaires, de déposer des patients, d'arriver directement dans un accueil, de traverser des patios, d'arriver dans des salles de consultation qui donneront directement en vue sur la forêt, et tout ça sur un niveau unique. Le patient sera amené vraiment à traverser le bâtiment uniquement sur son rez-de-chaussée. Ensuite, on va voir une organisation qui va se développer au R+1 par la mise en place de toute une partie administrative au-dessus des salles de consultation et d'une partie process un peu plus technique réservée au personnel techniciens, physiciens, dosimétristes du site qui viendront se positionner au-dessus des salles de soins. Et le sous-sol, le parking pour partie trouvera place dans le sous-sol, profitant de cette déclivité sur la partie ouest du terrain. Donc c'était vraiment l'idée, c'était de retrouver une lecture très claire du bâtiment par stratification, un rez-de-chaussée 100% public, un R+1 dédié à l'administratif et au support technique du fonctionnement même de la partie process et soins, et un sous-sol qui lui permet de traiter du stationnement et de retrouver des locaux techniques. Ce point est assez important à souligner parce que de plus en plus, l'attention est portée sur ce qu'on appelle la cinquième façade. La cinquième façade, c'est le toit. C'est-à-dire que sur un bâtiment, nous avons habituellement tous le regard porté sur les 4 façades, 4 ou plus, mais sur la périmétrie du bâtiment. Mais de plus en plus, une attention est portée sur la cinquième façade, c'est le toit. Or,
Comme je le précisais tout à l'heure, nous avons un ensemble immobilier important en face avec la résidence Breuer qui a vue sur la forêt et qui aura vue de fait sur la toiture du bâtiment. Donc, nous avons essayé de porter vraiment une attention grande à ce sujet, contrairement à beaucoup de bâtiments de type hospitalier où nous retrouvons toutes les machineries, alors je vous passe les groupes froids, les centrales de traitement d'air et autres canalisations qui jonchent les toitures, nous avons souhaité que ces toitures soient quasiment vierges de toutes ces installations. Par contre, il faut bien les trouver quelque part et nous avons profité du sous-sol pour venir les poser en partie basse du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a inversé le système classique où on positionne tout ce qui est la technique sur les toitures pour essayer de les végétaliser au maximum pour retrouver ces parties techniques en sous-sol. Alors, cette image, bon, je tiens à le préciser de suite, hein, est une image d'illustration de la phase concours depuis le travail normal d'échange entre la maîtrise d'ouvrage représentée par le CEPB et toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, parce que je parle quand même au nom d'une équipe où nous avons plusieurs types de bureaux d'études, qu'ils soient structures, qu'ils soient fluides, qu'ils soient environnementaux. Nous avons récemment intégré acousticiens et paysagistes à l'équipe. Donc cette image est une image d'illustration, mais elle a donné un ton, elle a donné une intention que nous mènerons jusqu'au bout. C'est-à-dire, quelles que soient les évolutions, les grands principes qui ont été établis dans le concours, on les retrouvera dans le bâtiment. Et on voit au premier plan, qui est le bâtiment administratif, où on lit bien la partie R+1 et la partie rez-de-chaussée, où nous serons sur des toitures végétalisées. La partie process est une partie qui est un petit peu plus process et soins, avec les salles de traitement, de radiothérapie, est une partie un peu plus complexe, un peu plus technique, sur laquelle la mise en place de toitures végétalisées était un petit peu plus compliquée. Mais par contre, là aussi, même sur cette partie-là, bien que très technique, nous avons émis le souhait, et nous le tiendrons jusqu'au bout, de ne pas nous retrouver avec des éléments trop importants, voire pas d'éléments du tout en toiture, d'éléments techniques. Voilà, ça c'est vraiment des grands axes, c'est essayer de retrouver cette lecture de cette forêt qu'on retrouve sur l'arrière, de lire cette canopée. L'avenue du 14 avril, par son doublement, par les contre-allées Breuer, par tous ces éléments-là, donne un recul suffisant pour que depuis le pied des bâtiments Breuer, on puisse lire vraiment la canopée qui se situe à l'arrière du bâtiment, qu'on ne lise pas que cette frontalité bâtie. Alors, on peut aussi commencer à parler un petit peu des intentions de matériaux, parce que, comme il a été précisé tout à l'heure, ce projet s'inscrit dans une démarche qui nous a été demandée comme telle par le Centre d'oncologie, le COPB, d'être vertueux en termes d'environnement, par les matériaux que nous allons utiliser en construction, par les techniques que nous allons utiliser, aussi les techniques de construction, mais aussi vertueux tant pour les patients que pour le personnel. C'est une démarche qui est extrêmement importante. Ayant eu déjà la chance de pouvoir intervenir sur ce type d'établissement et conscient, certes bien moins que les médecins, mais quand même en tant qu'architecte très sensible à ce sujet-là, la notion de l'ambiance, du caractère zen que doivent recouvrir ce type de lieu. En effet, on est sur une pathologie qui est complexe à appréhender et qui est très stressante, très anxiogène. Et plus on se retrouve dans un bâtiment qui sort du cadre hospitalier classique, et plus on offre un environnement vert, ouvert, avec des percées visuelles, des échappées qui permettent, lorsqu'on est notamment en salle d'attente, de se retrouver dans un ailleurs plutôt que dans un bâtiment hospitalier, sont des notions très importantes, en tout cas qui me tiennent beaucoup à cœur en tant que concepteur. Et donc, cette écriture-là, c'est la menée de lumière au travers de Batio, c'est limiter au maximum les pièces noires,
que ce soit pour le personnel ou pour les patients, il n'y a pas une seule salle d'attente qui ne soit pas éclairée par de la lumière naturelle, il n'y a pas un seul poste de travail qui ne soit pas éclairé par de la lumière naturelle. C'est vraiment des axes forts. Donc ça, c'est répondre à l'osmose, c'est la gestion de la lumière, du renouvellement d'air aussi, et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est important dans les circonstances que nous traversons d'avoir un renouvellement d'air important, voire au-delà de la norme, et vertueux aussi dans son écriture. Aujourd'hui, l'idée, c'était de dire, nous avons pour partie un bâtiment en ossature bois, il est logique de le continuer avec une vêture bois, et nous avons pour partie des éléments en béton qui sont soit structurants, pour répondre à des questions de sécurité incendie, notamment sur les cages d'escalier et l'ascenseur, soit structurants dans les parties de salle de soins, puisque le béton à haute densité est un élément qui permet de répondre aux problématiques du traitement par la radiothérapie. Donc à chaque fois que nous avons un matériau, ce matériau qu'on va retrouver dans la constitution et l'ossature même du projet, on va le retrouver en façade. L'idée n'est pas d'amener une multiplicité de matériaux qui seraient gourmands par rapport à des notions environnementales, des notions notamment d'énergie et de carbone. Donc c'est vraiment la traduction, ce que vous voyez là à l'écran, c'est la traduction de l'ossature même du bâtiment. Vous avez du bois, nous avons du bois derrière. Vous avez du béton, nous le laissons brut pour pouvoir ne pas avoir à rajouter encore des matériaux dessus. Voilà un petit peu pour les grands axes de conception de ce projet et de ces aspects que l'on veut et que l'on souhaite au maximum vertueux. Donc là, nous nous retrouvons sur toujours pareil. Oui, par rapport au bois, quel est le bois que vous comptez utiliser pour la construction, s'il vous plaît? Alors, pour l'instant, je vais être très honnête, j'étais à Bayonne tout à l'heure, c'était encore un sujet que nous évoquions avec la maîtrise d'ouvrage. Plusieurs pistes sont évoquées. Nous penserions nous diriger, mais c'est à faire valider, sur un Douglas. Alors, la question qui se pose, c'est son vieillissement, si c'était là où vous vouliez en venir. Et donc, plusieurs propositions sont faites aujourd'hui. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on commence à avoir des retours d'expérience importants qui nous permettent aujourd'hui de proposer des essences de Douglas qui sont pré-traitées en pré-grisé, qui permettent une maîtrise du vieillissement dans le temps. Mais rien n'est à ce jour vraiment arrêté. Ce sont vraiment des pistes. Et justement, l'idée, c'est d'arriver à proposer un matériau qui vieillissent bien dans le temps, qui répondent bien sûr aux attentes qui nous sont posées et demandées par le centre, par la maîtrise d'ouvrage, d'une bonne tenue dans le temps. Là aussi, je précisais encore tout à l'heure, d'ailleurs, à ce sujet, que les techniques de fixation aussi ont changé. C'est vrai qu'avant, on était sur des sections un peu plus fines, avec des points de fixation peu nombreux. Aujourd'hui, on a augmenté les sections, on augmente les points de fixation, ce qui permet de maintenir la verticalité de ce bardage. Pourquoi du bardage vertical aussi? C'est tout simplement parce qu'il a un bien meilleur vieillissement qu'un bardage posé à l'horizontale, tout simplement parce que l'eau glisse dessus, alors que sur du vertical, on a une rétention qui est plus importante. Voilà un petit peu les grandes pistes qui sont aujourd'hui évoquées. Vous dire que nous avons choisi ou arrêté un bois serait faux, puisque ce n'est pas le cas. Ça va faire partie des sujets dans les phases suivantes de développement du projet. Voilà. Merci. Et donc là, je vous en prie. Là, on revient donc une fois de plus, c'est une image d'illustration qui était en face concours, qui présente la vue arrière du bâtiment vers la forêt. Donc on voit qu'on a travaillé avec la déclivité du terrain sur sa façade ouest. On lit très bien le parking qui est composé de trois grandes strates. Vous allez avoir sur la partie sous-sol, sur la droite, du parking sous bâtiment, donc là qui est entièrement protégé. Ensuite, on va avoir une allée de circulation qui permettra de desservir une ligne de parking sur la droite et sur la gauche de l'image. Cette ligne de circulation est entièrement recouverte d'un balcon. Alors, l'intérêt de ce balcon, c'est de permettre, depuis les salles de consultation, les secrétariats qui a priori seraient plutôt tournés vers la forêt, de ne pas avoir vue
puisqu'on a quand même un balcon qui fait 5 mètres de profondeur, de ne pas avoir la vue sur le stationnement qui se situe sur la gauche, qui est un parking en evergreen, qui permet aussi de garer pas mal de véhicules, mais de prolonger justement la vue depuis les bureaux directement sur la forêt sans voir les véhicules qui sont garés en dessous. Voilà, et on lit bien en partie haute sur le premier étage la partie administrative avec une trame et un ordonnancement d'ouverture qui, elles aussi, donneront sur cette forêt. C'est-à-dire que l'agrément de la forêt est offert tant aux patients qu'aux médecins en consultation, qu'à une bonne partie des patients qui sont en zone de traitement, puisqu'on en a quand même qui se situent un petit peu sur l'avant, mais aussi à tout le personnel administratif. La salle de restauration pour le personnel donnera sur ce lieu-là. On va retrouver 2 à 3 terrasses qui donneront aussi sur la forêt, qui sont des terrasses accessibles pour des salles de réunion, pour le personnel aussi, et puis pour la zone de restauration. Donc c'est vraiment axé cette vue-là. C'est une vue qui est nord, donc c'est une vue qui, en termes d'éclairement, va bénéficier d'un éclairement assez constant, qui sera assez peu sensible au lever, au coucher ou au plein sud de midi, avec cette qualité offerte sur la canopée, sur la frondaison des arbres. Voilà. En gros, bon là, c'est un petit récapitulatif des surfaces. Alors, il faut faire attention, toutes les surfaces, toutes les données sont vraiment à prendre avec toutes les précautions d'usage, puisque le projet évolue de jour en jour. C'est un projet qui est technique et c'est un projet où on a une maîtrise d'ouvrage qui est fortement impliquée. Et donc, évidemment, nous sommes amenés à faire évoluer ces choses-là. Les données qui étaient les nôtres quand ce document a été fait à peu près la semaine dernière étaient celles-ci. Donc on se retrouve sur une parcelle d'environ 7600 mètres carrés. On propose à minima, puisque certaines évolutions pourraient même faire augmenter ce facteur-là, 1880 mètres carrés d'espace vert. Il y a des patios intérieurs qui représentent quand même à peu près 200 à 235. Là aussi, on est en plein calage. On aura 131 places de parking, 9 ESL, 65 et 65 en evergreen. Ça veut dire qu'il y a une limitation de l'imperméabilisation des sols qui est importante aussi à ce niveau-là. Une fois de plus, ça va évoluer. On aura peut-être plutôt 120 places de parking, mais qui correspondront aux besoins à terme, incluant les extensions. Nous avons 1272 mètres carrés de terrasses végétalisées, une fois de plus à relativiser sur le projet définitif. Et nous avons un bâtiment qui propose quand même tout type de surface confondue, 3400 mètres carrés. Donc on commence à être sur un bâtiment important. Et sur ces 3400 mètres carrés, eh bien, nous en avons légèrement plus de la moitié qui est 100% dédié aux soins, que ce soit en consultation ou en salle de traitement. Il faut savoir qu'il y a un scanner dans ce bâtiment qui est important pour le traitement. Et puis, nous avons bien sûr les bureaux de consultation, mais je crois que je l'ai dit, excusez-moi, je me répète. Voilà un petit peu pour les grands chiffres de ce projet. Et juste pour terminer ce qu'on voyait bien, je voulais juste revenir une seconde. Voilà. Ce qu'on voit bien, c'est donc depuis l'avenue, on va retrouver donc le parking dont je parlais, avec une voie d'accès qui a été déjà envisagée par le pôle circulation de l'agglo, qui nous a été demandé comme tel, avec une entrée et une sortie dissociées pour simplifier, fluidifier et minimiser au maximum les risques d'entrée et de sortie dans le centre. Et de part et d'autre du bâtiment, sur la droite, nous aurons une voie dédiée 100% au VSL qui permettra d'amener les patients qui sont en brancard ou qui ne sont pas en capacité de se mouvoir par eux-mêmes directement au cœur des salles de traitement. Et nous aurons sur la gauche la rampe d'accès qui permet d'accéder au parking sous-sol que nous avons aperçu tout à l'heure. Et là, j'ai fini. Donc, comme je pouvais vous dire tout à l'heure, le document d'urbanisme
au niveau de sa procédure, va comporter une évaluation environnementale, hein, des modifications qui sont apportées justement au document. Donc, en ouvrant à l'urbanisation, donc la zone en question, hein, les 7600 mètres carrés. Aujourd'hui, on est en zone à urbaniser. On va rester en zone à urbaniser, mais on va l'ouvrir. Notamment, on va se servir aussi des règles de ce qui a été écrit sur la zone du lycée qui est toute proche. Et par rapport à ces incidences du projet, donc on a un impact, hein, de la construction qui est envisagée sur le milieu physique. Aujourd'hui, on est sur une pelouse avec des enjeux écologiques beaucoup plus au nord sur les boisements qui ont été repérés. Donc, c'est comment effectivement prendre en compte ces éléments-là et préserver tout ce boisement au nord et notamment donc, qui serviront de circulation aux patients qui se rendront au centre. On a aussi la prise en compte des risques, des nuisances, des pollutions. Par rapport aux nuisances, ça va être surtout aussi lié au trafic, hein, par rapport aux véhicules qui rentrent, aux véhicules qui sortent. Olivier Ducasse parlait effectivement aujourd'hui des solutions les plus adaptées en entrée, en sortie et de effectivement préserver la sécurité de l'avenue par rapport aux ressources naturelles et le fait de desservir par les réseaux collectifs aujourd'hui les effluents des eaux usées qui seront produits, comment on va gérer les déchets et toutes ces incidences seront intégrées au dossier qui sera soumis à l'enquête publique, donc au sein de l'évaluation environnementale globale, qui d'ailleurs, dans sa version provisoire, est annexée sur le site Internet où vous avez l'ensemble du dossier de concertation. Je viens juste préciser par rapport à cette question d'évaluation environnementale que si voilà, des échanges, des questions sont posées, nous avons avec nous Paul-François Leca du bureau d'études donc de l'APGL, hein, agence publique locale basée à Pau, qui nous accompagne sur le montage de ce dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme. Merci Marie. Nous allons donc pouvoir, si vous le souhaitez, prendre quelques questions, quelques demandes de compléments suite à cette présentation assez fournie, assez précise. Donc peut-être que ça a suscité des envies d'aller un peu plus loin. J'avais posé la question par rapport au bois tout à l'heure, parce que comme le Pays Basque, il pleut beaucoup. C'est pour ça que je voulais savoir quel était l'essence retenue. Mais bon, je pense que le Douglas, c'est une bonne option. Mais est-ce que vous avez pensé à l'IPE, par exemple? Une question pour M. Ducasse. Oui, tout à fait. Alors, on a envisagé des bois exotiques aussi. Aujourd'hui, si vous voulez, la question par rapport à des bois exotiques, par rapport à la démarche environnementale, on n'est pas super bien placé. Puisque si vraiment on veut rester, et peut-être d'autres démarches environnementales vont se mettre en route, on est encore en train de se positionner, de se poser des questions avec le centre. L'avantage de travailler avec des essences locales, ou des essences en tout cas qui peuvent être issues de forêts éco-gérées sur le territoire français, nous paraît plus pertinente que de travailler avec des bois exotiques, même si nous pouvons travailler avec des bois exotiques issus des dômes ou des tomes français. Mais sur ce point-là, la question, c'était un peu ça. C'est si on veut aller dans une démarche environnementale, il faut travailler sur des circuits courts. De la même façon, aujourd'hui, l'idée qui avait été mise en avant, notamment par rapport aux entreprises qui vont travailler sur ce site-là, qui vont travailler à la construction de ce bâtiment, l'idée aussi, c'est vraiment de travailler sur un bassin local pour privilégier, bien sûr, de l'emploi local, mais au-delà de ça, privilégier des déplacements courts. C'est vraiment ces points-là qui animent ces démarches-là. Et nous avons un bureau d'études environnementales qui nous aide dans ces démarches et qui nous guide aussi sur des questions comme celle-ci. Parce que le problème qu'il y a au Pays Basque, quand même, quand on regarde les constructions qui ont été faites avec des devantures en bois, moi je prends l'exemple, quand on va vers l'hôpital, quand on va vers Marac, sur la droite, il y a une résidence là. Il n'y a pas longtemps qu'elle est terminée et déjà le bois, c'est affreux et ça fait dégueulasse, quoi. C'est pour ça que j'insiste peut-être sur le bois, mais c'est important quand même. Non, mais vous avez tout à fait raison d'insister parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et quand on est sur un milieu de type
air marin, tel que vous pouvez avoir sur Bayonne, que je connais aussi assez bien sur un petit peu plus haut, vers les Landes et même jusqu'à l'entrée du bassin. La question du bois, on voit, quand on s'amuse un petit peu à faire des visites architecturales de sites, on voit qu'en effet, il y a plusieurs facteurs qui entraînent, qui génère un bon ou un mauvais vieillissement du bois. Déjà, le sens de pose. Il est primordial de poser dans le sens vertical. Le problème du bois qui est posé à l'horizontale, c'est la stagnation de l'eau sur la tranche du bois. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de savoir si on travaille sur du cœur ou si on travaille sur de l'entourage de bois, c'est-à-dire si on est sur l'aubier ou des choses comme ça. Ensuite, il y a le traitement du détail. Est-ce qu'on est sur des lames entières, toute hauteur, ou est-ce qu'on est sur des lames qui sont recoupées? Est-ce qu'on est sur des jointements qui sont de type bouvetage qu'on peut connaître sur du parquet, mais qu'on utilise plutôt en clin, ou est-ce qu'on est sur du claire-voie? Enfin, le claire-voie, l'avantage, c'est qu'il permet au bois de se sécher beaucoup plus vite. Est-ce que le bois va subir un traitement de type saturateur qui va éviter que l'eau ne pénètre trop vite? Est-ce que le débord de l'appui de fenêtre va être suffisamment important pour permettre que l'eau s'écoule suffisamment loin et ne ruisselle pas? Alors attention, il n'y a jamais de miracle, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que ce qu'on va faire est miraculeux, mais ce qui est important, c'est que dans la gestion, par exemple, d'un appui de fenêtre, et c'est pour ça qu'on le voyait sur certaines images, nous avons des encadrements débordants. Plus on va s'éloigner de la façade, plus on va diminuer le risque de coulure immédiate sur le bardage. On va pouvoir l'éloigner. Alors après, il y a des jours où il y a des grands vents, mais il y a aussi le séchage du bois qui se fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut éviter aussi, par exemple, c'est de descendre le bois à moins de 30 cm du sol, parce que par la projection, le bois va s'imbiber et le pied du bardage va se retrouver extrêmement sali. Il y a des points, on connaît les points critiques d'un bardage. Après, je vous dis, c'est un vrai travail à faire. Personnellement, depuis qu'on envisage de faire ce bâtiment avec ce type de bardage, j'ai énormément travaillé la question. J'ai vu énormément de bâtiments. J'ai tout un carnet de photos qui me permet de voir aussi les erreurs. Il y a des petites choses, par exemple, si vous devez raccorder deux tasseaux de bois l'un sur l'autre à la verticale, si vous les aboutez à bord plat, en fait, vous aurez une stagnation de l'eau sur le plat. Alors que si vous les aboutez par deux éléments qui sont biseautés en général à 30 ou 45 degrés, vous avez une évacuation immédiate de l'eau. Et c'est tous ces petits détails. Pareil, en pied de bardage, on biseaute à 45. On est quand même beaucoup mieux qu'avec un plat et des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se sécuriser. Après, il y a un point qui me paraît extrêmement important de signaler ici. Le bois est un matériau qui est extrêmement pérenne. Aujourd'hui, on est sur des classes 3B ou des choses comme ça. Donc, dans le temps, on est sur des matériaux qui, de par leur propriété, ne bougeront pas. C'est-à-dire qu'ils feront toujours l'office du bardage, etc. Mais qui, par leur essence même de bois, sont amenés à vivre. C'est un matériau qui est vivant. Donc, il aura une évolution dans le temps. La seule question qu'il faut se poser, c'est de savoir si on essaye de la maîtriser, de la garantir et de savoir où on va, ou si, comme sur beaucoup de bâtiments, parce que c'est un poste qui n'est pas négligeable en impact financier, est-ce que si, comme sur beaucoup de bâtiments qui sont faits avec du bardage bois, c'est juste une déco et ça tient, on va dire, selon une expression d'architecte, jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement, c'est-à-dire 1 an. C'est ça le problème. Vous avez une résidence, par exemple, qui est très très belle sur Pau, qui a été faite par d'éminents confrères à moi, qui est magnifique sur les photos et qui malheureusement a très très mal vieilli parce que, et pour en avoir discuté avec eux, le problème qu'ils ont rencontré, c'est qu'entre l'intention qu'ils avaient émise par rapport au bailleur social, ce sont des logements, par rapport au bailleur social et les moyens qui leur ont été finalement donnés, ils n'ont pas pu aller au bout de la démarche. Là, ce qui est très important, et on en parlait encore tout à l'heure au centre avec la maîtrise d'ouvrage,
Ce qui est important, c'est d'admettre que ce matériau va bouger, mais de l'autre côté, de savoir comment il va bouger. Et aujourd'hui, on a les moyens vraiment de savoir comment il va bouger en fonction de l'essence, en fonction de ses traitements, en fonction de son orientation et en fonction des dispositions de pose et de mise en œuvre d'éléments qui pourraient le salir ou le faire vieillir de façon non souhaitée. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces précisions et on en sait davantage maintenant sur les matériaux, donc c'était précieux. Est-ce que on a d'autres participants qui ont des questions et des points de complément? Monsieur Hirier, éventuellement? Tout a été clair pour vous, dites-nous. Oui, bonjour. Effectivement, j'aurais une question, un besoin de précision sur le cadre de vie plus général et en tout cas sur les orientations de la vocation du quartier à plus long terme. Je ne sais pas si on va le traiter de suite, si je pose la question maintenant. De toute façon, vous tombez à pic puisque c'est tout à fait le volet qu'on va ouvrir désormais. On va sortir du simple zoom sur le projet et élargir à la question du quartier. On va vous proposer peut-être en introduction quelques éléments d'itinérance autour du quartier pour repréciser un petit peu les enjeux et ce qui se joue autour de la parcelle. Et après, vous pourrez, Monsieur Hirier, voilà, échanger assez simplement sur tout ce que vous aviez en tête et on sera dans le bon thème. Ça vous va? Bon, super. Allez, on part là-dessus. Donc, on va laisser la parole à Monsieur Wittenberg pour qu'il puisse nous préciser quelques éléments et puis ensuite une petite balade urbaine sans la pluie et sans la nuit. Voilà. Bonjour. Le micro juste à activer. Le micro est ouvert. Bonjour tout le monde. Oui, donc nous prenons un peu de hauteur par rapport à la parcelle pour aller donc un peu plus à l'est, à l'ouest et au nord, voire au sud. Ce qui est important dans ce dossier, c'est de conserver le caractère paysager. On va y revenir tout à l'heure. Bien sûr, faire en sorte de modifier l'allure de la voie principale qui est très routière et donc admettre les autres modes de déplacement, dont les circulations piétonnes. Il y a sur l'illustration que vous avez devant vous toute une zone qui est en jaune ocre et qui est donc une zone à vocation agricole et qui va être maintenue en tant que telle dans le futur plan local d'urbanisme. Tout ce qui est en bleu, donc c'est la zone qui nous intéresse. Il y a déjà des équipements publics, il y a donc ce centre d'oncologie, mais il y aura aussi peut-être d'autres services, puisqu'il reste quelques places, n'est-ce pas? Et puis, je le disais, donc requalifier la voirie. Donc, les préoccupations principales, c'est la qualité des espaces créés, donc au-delà du projet architectural lui-même, parce qu'il y a autour et parce que la ville voudra réaliser, et puis son insertion environnementale. Alors, nous allons effectivement faire une balade urbaine numérique sur Google Maps, que vous connaissez tous, bien sûr. Donc, nous sommes à 4 mains pour ce faire. Je commente et une personne va faire avancer le petit bonhomme Google. Donc là, nous sommes, c'était bien, nous étions au bon endroit. On retourne. Vous voyez, il y a un peu d'improvisation dans cette affaire, mais c'est le charme de la balade. Donc, on fait 180 degrés. On est donc au départ de l'avenue du 14 avril 1814, qui est une route départementale. On voit bien d'ailleurs que c'est marqué la D810. C'est une voie importante qui assure beaucoup de connexions dans le nord de Bayonne. Mais ce que l'on remarque, c'est évidemment ces grands platanes majestueux qui l'abordent et qui apportent aussi donc, une fraîcheur certaine en été et que dans tous les cas, ces platanes seront bien évidemment conservés. C'est la marque de cet espace. À titre indicatif, environ 19 000 véhicules par jour sur cette avenue. C'est un chiffre relativement important, mais qui garantit aussi une bonne liaison des établissements desservis avec le reste de l'agglomération ou du Pays Basque ou du sud des Landes. Donc effectivement, une très bonne connexion de ce secteur avec l'ensemble du réseau routier. On a ici effectivement donc une route départementale périphérique, hein, c'est un type rocade, comme on les dessinait il y a maintenant 40 ans,
et qui nécessitera, à l'occasion de ce projet, on a déjà commencé, vous allez voir un peu plus loin, d'être revu et d'être transformé en voie beaucoup plus urbaine pour y accueillir bien les autres modes de déplacement. Je parle bien sûr des piétons et des vélos qui aujourd'hui ne se sentent absolument pas à l'aise à cet endroit-là. Alors on va avancer, vous voulez bien? On change de climat, on était à la fin de l'automne, on revient en plein été. Encore un peu, peut-être un peu plus loin. Voilà, encore un peu. Donc, allez, allez, 200 mètres. 200 mètres, voilà, on commence à deviner ce que je veux vous montrer. C'est-à-dire que cette voie, elle est à la césure de deux ensembles relativement différents. Ici sur la droite, oui, c'était bien sur la droite, et donc on est au nord de cette voie. La voie, je ne l'ai pas dit, mais elle est sensiblement est-ouest. Donc au nord, et on voit là, on a effectivement des espaces agricoles. Et là, c'est une césure avec, oui, ce que l'on voyait de l'autre côté, un ensemble urbain gigantesque à l'échelle locale, ce qu'on appelle les résidences Breuer. Les résidences Breuer donc, ont été construites par cet architecte Marcel Breuer dans les années 66-68. À l'époque, il s'agissait d'accueillir beaucoup de populations, dont des rapatriés, n'est-ce pas? Et la volonté était de maximiser le nombre de logements. Il y a à cet endroit-là 1103 logements répartis donc sur 7 immeubles, chacun faisant 11 étages. Et on accueille aujourd'hui 2700 habitants. Donc une césure franche entre ce quartier qu'on appelle les Hauts-de-Bayonne, parce que nous sommes en haut de Bayonne, et juste ce qui est donc au nord de l'avenue du 14 avril, une zone qui était encore jusqu'à très peu de temps entièrement agricole. Alors nous avons les pépinières Meymou, qui sont des pépinières qui sont plus que centenaires, qui sont très renommées parmi la profession et qui fournissent des arbres de haute valeur ou des plants de haute valeur, et pour laquelle la ville de Bayonne est d'accord pour encore augmenter les espaces nécessaires à la pérennité de cette activité. Si on continue un peu plus loin, on va arriver donc sur la zone dont on vous a parlé tout à l'heure, cette zone donc à urbaniser, et sur lesquelles il y a déjà en fait 2 types d'équipements très récents. Tout d'abord, on avance encore un tout petit peu, voilà. Alors on est à des phases de construction, il y a des phases réalisées, voilà. Donc ici, nous sommes devant un lycée bascophone qui s'appelle Bernat Etxepare, qui accueille aujourd'hui à peu près 400 enfants, 400 élèves, donc dans des classes de seconde à la terminale. Il y a un restaurant, donc une cafétéria, une cantine, comme on les appelle. C'est le premier bâtiment que vous voyez. Et il y a un internat, c'est le bâtiment qui est juste derrière. Le bâtiment et également, nous avons à cet endroit-là, c'est l'internat. Et si nous allons un tout petit peu vers la gauche, on devine au fond le gymnase du lycée, et il y aura un peu plus loin sur la gauche encore l'établissement lui-même. Voilà, donc un établissement qui comporte, si je ne me trompe, 7 et 5, 12, 16 classes, n'est-ce pas? 16 classes, donc c'est un établissement important, avec des demi-pensionnaires et des internes. Ces demi-pensionnaires générant un nombre de bus scolaires importants en direction du Pays Basque. Et nous allons voir comment l'avenue du 14 avril a été aménagée à cet effet. Et puis, donc, le lycée a été ouvert en 2017, et en 2017, on a eu aussi la mise en place du réseau de chaleur bois des Hauts-de-Bayonne, avec la chaufferie bois, qui est le bâtiment à dominante verte que vous voyez à cet endroit-là. Bâtiment donc, qui permet d'envoyer de l'eau chaude à vocation donc, de chauffage urbain en direction de tout le quartier. Et avec cela, n'est-ce pas, on dessert 3000 logements et un certain nombre d'équipements publics. Ces 3000 logements abritant pratiquement le 10e de la population bayonnaise. Donc, c'est un réseau donc, biomasse avec de l'énergie renouvelable, c'est du bois. Et ce bois est fourni par les forêts proches. Quand on dit proche, c'est dans un rayon de 100 km, que ce soit donc dans les Landes ou dans le Pays Basque tout proche.
Qu'est-ce qui marque également encore ce quartier quand on dézoome? Et là, on va avancer, si vous le voulez bien, encore un peu. On va essayer d'aller de l'autre côté, ou si on va aller sur la contre-allée. Donc, la voie qui est parallèle à l'avenue du 14 avril et qui est entre cette avenue du 14 avril et les résidences Breuer. Voilà, nous y sommes. Donc, nous sommes sur l'allée Breuer elle-même. Et c'est ici que circule la ligne 1 du trambus. Ligne 1 qui dispose de 2 arrêts à cet endroit-là. Un arrêt qui s'appelle Breuer et qui est juste derrière nous si on se retournait, je pense, on va le voir. Voilà, un peu plus loin, là, enfin en face du lycée. Voilà, en face du lycée, c'est l'arrêt du lycée, n'est-ce pas, quand on veut prendre le bus urbain pour y aller ou pour en partir. Et puis, si on repart vers l'ouest, c'est-à-dire de l'autre côté, et là on va parcourir à peu près 200 mètres, et on va se trouver face au terrain donc, sur lequel sera construit ce centre d'oncologie. Il y a l'arrêt Jouandin qui est par là. Voilà, là, il manque l'abribus qui a été installé à un moment. Mais voilà, là, vous avez l'arrêt Jouandin. Et si on fait 90 degrés, voilà, eh bien, on devine à l'arrière et avec quelques arbres le terrain dont on parle depuis le début de cette visioconférence. Ce terrain donc, qui confronte l'avenue du 14 avril, qui se développe sur un replat, comme on vous l'a expliqué, et puis qu'il y a au fond un certain nombre de frondaisons qui en fait émergent d'un petit vallon, un talweg, qui fait partie de l'opération et qui verra effectivement le personnel, mais aussi les patients, pouvoir déambuler dans un espace un peu plus champêtre et qui va provoquer immanquablement un certain apaisement vis-à-vis peut-être de tout ce que l'on a à faire dans cet établissement. Alors, la voie, je le disais, elle est marquée par un caractère éminemment routier, n'est-ce pas? On le voit bien si on se retourne d'un côté ou de l'autre, voilà. Eh bien, à l'occasion de la construction de ce centre, la ville de Bayonne, avec le concours du département, nous sommes sur le départemental, aura donc comme volonté de changer la structure de cette voie, d'en faire une rue, alors qui restera toujours circulée, certes, mais qui permettra en particulier, à cet endroit où nous sommes, de franchir l'avenue du 14 avril en direction de l'arrêt Bruce, en toute sécurité. Donc, il y aura un système de feu tricolore, bien sûr, mais il y aura aussi un retraitement total pour faire comprendre aux automobilistes, aux conducteurs de poids lourds, parce qu'il en passe par là, qu'il convient d'abaisser la vitesse et de faire attention aux autres modes de déplacement. Voilà ce que je pouvais dire sur les abords du site. Merci beaucoup. Donc, vous voyez une première itinérance autour de la parcelle dont il est question. Avant d'ouvrir peut-être les questions, maintenant replacer le projet dans ce quartier que nous venons de parcourir grâce à une petite maquette proposée par Olivier Ducasse et commentée aussi par Olivier Ducasse, tant qu'à faire. Olivier, on vous laisse la parole, on va lancer le film et puis ensuite on ouvre un temps d'échange assez large tous ensemble sur ces éléments. Oui, donc en commentaire premier, l'intérêt de cette maquette, c'est de travailler de façon simple via des volumes blancs pour montrer un peu l'échelle du projet et pour montrer aussi des choses qui ne sont pas si évidentes comme ça de prime abord, mais en fait ce sont les espaces dont on dispose, c'est-à-dire que même si les immeubles Breuer sont des immeubles qui sont imposants, on voit que finalement dans l'écriture à l'échelle du quartier, il y a la distance suffisante entre le projet pour que les tours n'écrasent pas le bâtiment, comme on le voit très bien d'ailleurs aussi avec le lycée et l'internat qui était là, et qu'on voit un petit peu que cette échelle-là, finalement, on voit cette gradation et cette transition verte qui se fait par un jeu de routes, de contre-allées et en même temps de terre-pleins centraux végétalisés, de parkings qui ont été végétalisés avec des grands efforts qui ont été faits sur ces points-là. Et de mesurer aussi, alors bon, évidemment, c'est très difficile, on n'avait pas figuré tout le quartier, mais de voir que sur l'arrière de cette opération, bien lire presque cette
cette limite de zone entre l'urbanisme important, présent, marqué, et cette zone beaucoup plus basse. Et le lycée qui s'inscrit tout à fait dans cette écriture-là, en R+1, R+2 partiel, vient vraiment compléter ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'on est à la limite, à la lisière de deux types d'urbanité. Voilà. Et on voit bien que l'échelle de ce projet permet la lecture dont je parlais, tant au travers de traversées visuelles que des patios, et maintient cette frange végétale sur l'arrière. On laisse tourner un petit peu cette vidéo pour voir la fin de cette maquette. Et on peut, si vous le souhaitez, prendre de premières demandes de compléments, réactions. Monsieur Hiriart, justement, vous aviez à nous dire. On vous écoute. Oui, bonsoir. Patxi Hiriart, donc je vais me présenter d'abord. Animateur à Euskal Herriko Laborantza Ganbara, donc Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. Nous nous sommes intéressés à ce projet. Alors déjà, en propos liminaire, effectivement, le cœur de mon observation ou de mes propos ne va pas porter sur le besoin de ce projet-là, à savoir relocalisation de ce centre d'oncologie. Effectivement, les paysans de notre structure en ont pris connaissance. On ne s'oppose absolument pas sur ce fait-là, ni sur l'emprise qui a été décidée. C'est plutôt des interrogations sur des terres à proximité immédiate, donc vous voyez sur la carte à l'ouest, donc les terres qui sont terres arables, terres maraîchères. La question qu'on se pose, c'est effectivement, on a pu voir sur d'autres diapos, je pense sur la diapo précédente, juste avant le film, qu'il y avait un projet, alors en tout cas, voilà, que ceux qui avaient ce secteur-là était réservé pour une vocation d'équipement et de services, accompagner l'installation d'activités tertiaires. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'au moins sur la partie des terres arables, la vocation agricole sera pérennisée, sera maintenue. Je vois que ça fait partie aussi des objectifs de la pérennisation de la vocation agricole et naturelle des espaces. Voilà. La question, bon, pour faire un peu le lien aussi avec ce projet de centre d'oncologie et radiothérapie, effectivement, on peut parfaitement imaginer sur une surface comme ça l'installation d'un maraîcher à un mode de production biologique. Alors, ça pourrait totalement faire sens avec un projet global. Voilà. Puisque vous savez que les impacts sanitaires de l'alimentation, alors peut-être négatifs ou positifs en fonction des modes de production. Un mode de production biologique, par exemple, est parfaitement bénéfique. Voilà la question qu'on souhaitait poser. Alors, j'ai entendu en propos liminaire M. Lacassagne s'exprimer et disait qu'il y avait un projet de réintroduction de fermes urbaines à proximité. Alors, peut-être que c'est sur cet endroit-là, peut-on en savoir un peu plus? Alors, voilà. Oui, je vais essayer de... Donc, on est bien d'accord. Vous parlez bien des terrains qui sont juste au nord du giratoire que l'on voit sur cette image. C'est bien ça? Exactement, oui. Oui. Là, où il y a la souris. Vous m'entendez? Oui. Excuse-moi, je ne voyais pas. Oui. Alors, dans cette zone, dans ce secteur nord de Bayonne, il y a, si vous regardiez le plus aujourd'hui, un certain nombre de secteurs qui ne sont pas représentés sur cette image, qui sont plus au nord, en direction de Tarnos, n'est-ce pas, qui ont aussi le même classement que cette zone, qui sont aujourd'hui des zones 2AU, donc à urbaniser a priori. Les décideurs, donc les politiques qui gèrent la communauté et la ville, ont déjà pris leur parti concernant ces terrains, c'est de les rendre à l'agriculture ou à la zone naturelle. Donc, il y a un certain nombre de terrains qui ne figurent pas sur cette image, qui vont retrouver une zone agricole.
une vocation agricole, alors qu'aujourd'hui, le plus était ambigu à leur sujet. Concernant les terrains dont vous parlez exactement, eu égard à leur positionnement juste à côté, effectivement, d'un ensemble de dessertes, on peut imaginer, alors la réponse n'est pas absolue dans ce que je fais, hein, mais on peut imaginer quand même que une vocation donc, qui viendrait compléter celle qui est aujourd'hui explicitée, c'est-à-dire une vocation de service, de tertiaire et autres, semblerait utile pour le développement de la ville et de l'agglomération. C'est pour ça que donc dans des diapositives précédentes, ce secteur était englobé dans une teinte bleue. Voilà. Je pense qu'on peut dire ça. Donc, Alain Lacassagne va compléter mon propos et va peut-être vous situer ce qu'on parle, ce que l'on évoque sous le terme de ferme urbaine. Effectivement, nous sommes en pleine réflexion du PLUI à l'échelle des 5 villes, Bayonne, Anglet, Biarritz,Ébouco et Bidart. Et pour nous, effectivement, le sujet, ce sont les terrains agricoles, entre autres. Et quand on sait aussi qu'on doit éviter d'imperméabiliser l'ensemble de nos terres. Donc c'est vrai qu'on a toute une réflexion au niveau de l'agglomération, notamment avec l'agriculture urbaine, et pouvoir effectivement conserver un certain nombre de terrains agricoles. Tel que vous le disiez, Monsieur Wittenberg, effectivement, tout ce qui est la partie nord au-dessus de la zone qu'on vous a montré tout à l'heure, que vous voyez à l'écran, a vocation effectivement à devenir, en fonction de la qualité des terrains, puisque c'est quand même important la qualité des terrains, soit à devenir agricole, soit en zone naturelle. Donc on est dans toute cette réflexion-là à l'échelle de Bayonne et globalement sur d'autres terrains de secteur de Bayonne et à l'échelle des autres 5 villes des 4 autres villes de l'agglomération. Ceci étant précisé, je ne sais pas si je montre avec la souris, on aurait une ferme urbaine sur laquelle est en train de travailler l'agglomération. Juste un peu au-dessus. Voilà. C'est un peu au-dessus, quelqu'un vous le montre. Voilà. Donc on est en train de réfléchir et on l'avait aussi annoncé qu'il y aurait une ferme urbaine et avec un travail qui est en train de se poursuivre pour arriver à une définition. Et par rapport, si je permets de déborder par rapport au centre d'oncologie, cette ferme urbaine aura aussi une vocation, mais à la fois pour le quartier, à la fois pour Bayonne, mais aussi peut-être par rapport au centre d'oncologie, parce qu'il y a le centre d'oncologie par rapport au traitement, et on peut imaginer aussi que l'alimentation fait partie aussi de cet accompagnement, notamment pour les malades. Voilà, entièrement, dans le cadre de la prévention effectivement du cancer, hein, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur Herriart, effectivement une alimentation saine, biologique, avec sans pesticides, bien sûr, ça a un impact réel sur la prévention des cancers. Donc effectivement, c'est très intéressant que tout ça puisse être aussi aux alentours immédiats du centre d'oncologie pour garder une certaine cohérence. Hein. Alors bien sûr, le centre d'oncologie, c'est l'endroit où les patients viennent se faire traiter, mais voilà, dans le cadre de la prévention, on dit primaire, c'est-à-dire un patient qui n'a pas fait de cancer, et puis la prévention secondaire pour nos patients, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu une pathologie, effectivement, pouvoir ensuite peut-être inciter à modifier un mode de vie, modifier une alimentation avec voilà, tous ces partenaires qu'il peut y avoir aux alentours. Je pense qu'il y a de très beaux projets à mener, des partenariats. Enfin, il y a ça ouvre tout un champ des possibles en fait en termes de réflexion par rapport à tout ça. Et la ferme urbaine que vous comptez implanter donc, dans ce secteur, ce serait quel type d'animaux qui seraient sur cette ferme? Alors, c'est une ferme qui est portée par une association qui s'appelle Graines de Liberté et qui est plutôt, qui a une vocation qui ne s'occupe pas d'élevage, mais uniquement de culture. Voilà, donc, comment vous expliquer? Voilà, c'est le parti de cette association, c'est d'éduquer et de faire pousser des végétaux, que ce soit plutôt de la gamme des légumes, voire peut-être du fruitier. Voilà.
D'accord. Donc, c'est comme je suis fille d'agriculteur, donc du coup, c'est vrai que dès qu'il y a une ferme, il y a souvent des odeurs qui peuvent être nuisibles au centre d'oncologie, quoi. C'est quand on a un problème de cancer, on a souvent des nausées à cause des odeurs. Merci Isabelle de penser à nous. Comment? Merci d'y penser. Je suis patient expert, donc du coup, c'est pour ça que je me suis inscrite à ces ateliers et c'est mon expérience qui parle. Étant fille d'agriculteur, donc je sais que quand on suit des traitements pour le cancer, on a souvent des nausées et du coup, des odeurs, même si c'est une odeur agréable pour certaines personnes, peut être désagréable pour les malades. Voilà. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Je voulais savoir s'il y aurait eu des animaux ou pas, quoi. Voilà. Bon. Je pense à vous. Merci pour ces précisions. Je vais compléter ce que je disais tout à l'heure. Donc, effectivement, je comprends que les parties d'aménagement sont un peu pris. Bon, nous concernant, on verrait plutôt d'un bon œil la préservation des 2,5 hectares. Je crois qu'en partie basse, il y a une partie déjà construite. En tout cas, il y a déjà du bâti. Est-ce que les services, équipements envisagés ne pourraient pas faire l'objet de développement dans cette partie-là? Voilà, nous, concernant la protection de la ressource sol, voilà, on préconise plutôt une préservation. Alors, il y a aussi une autre ferme au-dessus qu'on peut voir sur la photo. Le maintien de l'agriculture sur la commune de Bayonne, elle ne concerne pas Bayonne et c'est bien au-delà. Je ne vais pas m'étaler très très longtemps sur ce sujet puisque ce n'est pas le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais la préservation des terres agricoles est un enjeu aussi important à Bayonne. À l'époque, lorsque l'AGBA existait, nous avions fait une étude particulière en préfiguration du PLUI qui s'annonçait. Nous avions visé l'ensemble des terres à potentiel agricole, celles-là en font partie. Sur l'historique assez récent, on sait que la diminution des terres agricoles a été extrêmement importante et une partie, en tout cas une grande partie des terres agricoles sont en zonage urbain ou urbanisé aujourd'hui. Donc on espère effectivement, comme vous le disiez, voir une partie d'entre elles basculer, notamment celle-là. Et dernier élément, pour y avoir été physiquement, ces terres juste au-dessus du rond-point sont de très bonne qualité agronomique. Voilà, donc elles pourraient rester agricoles. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, moi j'en ai une autre. Allez-y, Madame Cabot, on vous écoute. Le secteur des Hauts de Bayonne, donc c'est quand même un secteur à très fort îlot de chaleur. Et je voulais savoir s'il y a eu une réflexion par rapport au réchauffement climatique et le bâtiment. Il y a eu une grande réflexion climatique sur ce sujet. Si vous voulez, l'idée, toujours pareil, comme j'expliquais tout à l'heure, dans cette inscription, dans plusieurs démarches vertueuses, la notion de patio est extrêmement importante. On a un bâtiment qui va être orienté globalement nord-sud. Donc, sur la façade sud, on a essayé de limiter, en tout cas pour toutes les parties ouvertes au public, au maximum les ouvertures, pour éviter d'avoir trop à utiliser tout ce qui est les climatisations. Et les patios aussi qui sont ouvrants, qui seront pour partie accessibles aux patients, notamment pour permettre de l'attente lorsque le temps le permet, bien évidemment, qui permettront de la ventilation naturelle, c'est-à-dire que nous avons souhaité mettre en œuvre un maximum de ventilation naturelle pour éviter d'avoir recours de façon massive à de la climatisation. De la même façon, nous allons faire de la récupération de chaleur sur les bâtiments dits process, bâtiments de soins, puisque nous avons des machines qui produisent de la chaleur. Et aujourd'hui, nos études thermiques nous montrent qu'on peut récupérer une partie de cette chaleur pour préchauffer le reste du bâtiment. Donc, c'est un véritable enjeu et c'était vraiment une clé. Et ce qui est très intéressant
Et pour le coup, je vais passer un tout petit peu de pommade à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvre. C'est de dire que nous nous sommes bien rencontrés sur ce sujet parce que je suis particulièrement sensible à ces sujets-là et j'ai eu la chance de tomber sur une maîtrise d'ouvrage qui a été sensible d'entrée. Et d'ailleurs, les premières discussions que nous avons pu avoir n'ont pas vraiment porté sur le centre, elles ont porté sur les intentions environnementales que nous devrions mettre en avant. Et dans ce système-là, l'utilisation de la toiture végétalisée n'est pas qu'un greenwashing du tout. Au contraire, c'est permettre de travailler sur les niveaux d'isolation en mettant en œuvre des matériaux de type naturel plutôt que de renforcer des isolations avec des matériaux issus soit de produits carbonés ou hautement carbonés et des choses comme ça. Donc oui, le réchauffement climatique dans ce sens-là, il a été pris en compte parce que le bâtiment ne se veut pas, et d'ailleurs vous le voyez, contrairement à beaucoup d'établissements hospitaliers où nous avons des grandes façades vitrées, on est sur un bâtiment qui est plutôt fermé sur ses façades très exposées avec de forts apports de chaleur. On récupère en intérieur par contre pour amener de la lumière au travers des patios et on aura des types d'occultation aussi qui sont différents. L'idée c'est vraiment d'essayer de gérer à maxima les apports de chaleur trop importants dans le bâtiment avant même qu'ils ne rentrent dans le bâtiment ou de pouvoir les évacuer très vite par des zones traversantes, voire 4 systèmes d'ouverture, parce que si on prend le premier filtre, c'est la façade sur rue, la première façade du patio intérieur, la deuxième façade du patio intérieur et la façade sur le bois. Donc c'est vraiment des sujets qu'on prend en compte et que notre bureau d'études environnementales et partenaires nous aide à essayer de mener au mieux. Voilà. Et bon, pour précision, on ne veut pas, une fois de plus, donner des informations qui sont susceptibles de varier un peu, mais ce bâtiment, au lieu de s'inscrire dans la réglementation thermique actuelle, qui est je ne vais pas vous noyer d'informations techniques, hein, qui s'appelle la RT 2012, on avait pris pour point de départ de s'inscrire dans la future réglementation qui est aujourd'hui une réglementation énergétique. Il y a un changement de nom qui sera la RE 2020. Et puis finalement, on va essayer d'aller au-delà en utilisant des labels encore plus pointus, tels que les bâtiments à énergie positive, avec des notes d'énergie, donc d'économie d'énergie très importantes et des notes carbonées très faibles. Voilà. Donc c'est vraiment un enjeu et c'est vraiment pas que de la façade ou ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler, parce que c'est un terme qui est devenu un peu rentré dans le langage commun, du greenwashing. Non, on est vraiment dans une vraie démarche environnementale. Merci beaucoup Olivier. Monsieur Herbert. Oui, pour répondre à madame donc, sur le phénomène des îlots de chaleur, vous disiez tout à l'heure madame que les Hauts-de-Bayonne était un secteur où effectivement, à votre avis, il y a un phénomène d'îlots de chaleur. C'est pas tout à fait ça. D'ailleurs, la preuve en est quelque part, c'est j'y habite. Hein. J'y habite alors. Vous voyez quand même qu'il y a une densité de verdure très très importante. Il y a même des zones humides, il y a un chevelu hydraulique qui circule en haut de la diapositive de gauche à droite, avec une végétation assez dense, donc une zone humide qui, elle, évidemment, rafraîchit le secteur. Ce secteur est marqué par un certain nombre de sources qui sortent du plateau et qui vont dans le petit vallon qui est derrière et qui s'écoulent progressivement en direction de l'océan, n'est-ce pas? Ça part d'abord vers l'est et ça tourne ensuite au nord et ça repart ensuite vers l'ouest, vers l'océan. Donc le réseau hydrographique à cet endroit-là est source de fraîcheur et dans le plan d'urbanisme qui a été mis en œuvre à la fin des années 60, on ne le voit pas sur l'illustration, mais au sud des barres Breuer, il y a des espaces verts de très très grande taille. On a une grande plaine verte ici qui reste effectivement une source de fraîcheur elle-même. Il y a beaucoup d'arbres juste à côté. Et je dirais même que la barre Breuer dont on voit le système d'ombre, n'est-ce pas, sur cette image, illustre bien effectivement que l'on a des ombres portées très importantes qui s'opposent au phénomène d'îlot de chaleur. Et ces barres elles-mêmes créent des courants de convection qui, lorsqu'on se trouve au sol, provoquent un système de ventilation quelque part qui participe
du confort thermique que l'on peut avoir quand on circule au pied des immeubles. Donc, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais ce système extrêmement dense en termes de bâtiments n'est pas une source d'îlot de chaleur en elle-même, en lui-même. On a des effets d'îlot de chaleur beaucoup plus importants ailleurs dans le centre-ville, là où les immeubles sont plus bas et où il n'y a aucun espace vert. J'habitais de la place des Gascons, comme c'est pas très loin, donc à vol d'oiseau, c'est pour ça que je parlais d'îlot de chaleur. Alors, la place des Gascons est un système particulier, effectivement, qui là n'a pas la caractéristique que je viens effectivement de décrire. C'est ça. Est-ce que nous avons d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour pour ce soir, peut-être des points Moi, j'ai une dernière question destinée au docteur Genebès, si c'est possible. Allez-y, on vous écoute. Je voulais savoir si vous avez prévu une salle de repos pour les malades, soit à disposition avant les soins ou après les soins. Oui. Alors, dans l'idée, effectivement, alors Monsieur Ducasse a parlé de patio intérieur avec tous les avantages qu'il présente, mais on souhaite effectivement que ces patios puissent être des zones d'attente pour les patients, alors quand le temps le permet, hein, bien entendu, mais au lieu d'attendre dans une salle d'attente, même s'il y a beaucoup d'ouverture et de luminosité, mais disons qu'on voudrait que ces patios soient accessibles au public pour que les zones d'attente soient plus agréables. On souhaite également qu'il puisse y avoir un accès direct au bois au nord pour là aussi pouvoir, lorsque l'attente est un petit peu plus importante, pouvoir se balader, se changer les idées plutôt que de rester en salle d'attente. Donc c'est plutôt effectivement dans ces zones d'attente. Et puis ensuite, comme on en avait parlé à l'atelier santé de la semaine dernière, avec le développement des soins de support, on a également prévu une grande salle de relaxation qui puisse également servir aux activités de tai chi, voilà, pour les patients qui le souhaitent. Donc effectivement, voilà, pour nous, bon, le bien-être des patients est vraiment primordial et on a vraiment à cœur de le mettre au centre du projet. Voilà, patients. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas notre personnel aussi qui travaille là. Voilà, qui travaillent là dur du matin au soir, avec aussi pour eux un environnement de travail qui est le plus agréable pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions et accueillir les patients du mieux possible. Voilà. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris la présentation de Monsieur Ducasse dans le projet, il y aura une partie restauration, enfin une petite cafétéria peut-être? Pour les patients? Oui. Alors, pour les patients, il n'y aura pas de cafétéria à proprement parler, comme on peut les avoir dans les cliniques ou dans les hôpitaux. Mais il y aura bien entendu un petit coin machine à café avec voilà, l'accès à des zones d'attente les plus agréables possibles, qui ressemblent le moins possible justement à des zones d'attente de structures hospitalières classiques. Voilà, l'idée, c'est de faire en sorte que les patients ne se retrouvent pas dans un environnement surmédicalisé, et justement l'objectif était de voilà, leur faire un petit peu oublier le plus possible voilà, la maladie, et qu'ils se retrouvent dans un endroit plutôt chaleureux, convivial et pas du tout oppressant pour eux. Mais il y aura effectivement des petites zones de détente sans vraiment parler de cafétéria. Oui, ça peut être un petit distributeur de fruits, oui. Parce que ça existe, ou un petit distributeur de sucreries, voilà. De fruits bio. Ça suffit, et voilà, et ça c'est tout bénef pour le malade, quoi. Tout à fait. C'est juste pour terminer de répondre à votre question. En fait, quand j'ai parlé tout à l'heure de salle de restauration, j'ai sûrement dû oublier de préciser que c'était à l'attention du personnel qui travaille dans l'établissement. Voilà. Ouais, ça paraît logique qu'ils aient un endroit à eux quand même. Parfait. Oui. Bien, donc je crois avoir compris que comme c'était la dernière question, on s'en tient là pour le temps d'échange ce soir a priori. Le temps pour moi de vous rappeler que cette concertation ne s'achève pas ce soir, mais prend bien fin le 27 janvier prochain. Donc encore bien plus d'un mois pour être le relais d'information auprès du plus grand nombre de la tenue de cette concertation, pour permettre à chacun à la fois de s'informer et de contribuer.
vous retrouvez à la fois la réunion de lancement du 19 novembre, mais aussi ces 2 ateliers organisés le 3 et le 10 décembre en rediffusion a posteriori sur le site internet de l'agglomération et sur sa chaîne YouTube. Et puis, date est prise, la prochaine date qui arrive, c'est celle du 16 décembre, date à laquelle une partie de l'équipe, ainsi que Marion Tenay, la garante de la CNDP, seront présents sur la place des Gascons de 9 h à midi pour répondre aux questions et échanger plus directement en présentiel avec un autre temps aussi de recueil de vos contributions et de vos avis, pas uniquement de l'information, c'est aussi un lieu pour échanger et donner son avis. Et puis, vous voyez s'afficher un certain nombre de supports qui sont à votre disposition pour déposer sa contribution, registre dématérialisé, site internet, mail bien sûr, et le courrier pour celles et ceux qui le souhaitent, un courrier qui gratuitement peut être envoyé. Et les permanences téléphoniques que j'oublie pour que Céline et Marie ici présentes vous accueillent et vous informent et recueillent également vos contributions tous les mardis de 15 h à 17 h. Voilà pour le dispositif global. À cela s'ajoutent bien sûr les mails des 2 garants de la CNDP, Marion Tenay et Walter Acchiardi, qui sont disponibles sur l'ensemble des supports d'information et sur le site internet de l'agglomération si vous souhaitez les interpeller directement. J'en finis là. Je laisse le mot de la fin à Monsieur Lacassagne. Merci. Un mot très, très court, c'est le mot de la fin de cette soirée, mais ce n'est pas la fin de la concertation. Et comme on vient de vous le dire, vous pourrez participer encore et apporter vos contributions. Je remercie l'ensemble des participants, des différents acteurs, mais également les personnes qui nous ont rejoints et qui nous ont posé des questions, les qualités de questions et les échanges que nous avons partagés ce soir apportent aussi quelques éléments de réflexion que nous allons poser et ça va nous permettre de poursuivre cette concertation par rapport à la modification du PLU et actuelle et également par rapport aux différentes modalités par rapport à la modification du futur PLUI qui devrait avoir lieu aux alentours de 2022. Donc je vous remercie et je vous rappelle que vous pouvez toujours continuer à participer et à contribuer en fonction des éléments qui vous viennent d'être présentés. Merci, Lacassagne. Merci encore une fois à toutes et tous de votre participation. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et puis de vous revoir au marché peut-être le 16 décembre ou via vos différentes contributions. Merci. Je vais vous apporter le café. Ce sera sûrement apprécié. Au vu du temps, c'est une excellente idée. Je vais préparer, je vais vite juste au-dessus. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous. À très bientôt. Au revoir, merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.